10% du produit national brut. Bon, voilà pour effectivement la clé autour du consommateur américain. Beaucoup de poids sur les épaules du consommateur américain aujourd'hui, notamment dans cette séquence de déconfinement qui devient un peu plus concret, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Grégory, du côté des entreprises, le bras de fer entre Elon Musk et l'État de Californie, rien que ça. Est-ce que c'est un gros coup de bluff d'Elon Musk à renfort de tweet, ou est-ce que c'est une menace crédible? Elon Musk qui menace de délocaliser son unité de production californienne vers d'autres États américains qui lui faciliteraient peut-être la tâche pour rouvrir son usine. Oui, pour une fois, il faut vraiment prendre au sérieux ce qu'il dit, parce que l'État de Californie, comme beaucoup d'États aux États-Unis, a commencé à déconfiner, donc à autoriser la reprise de beaucoup d'industries. Il faut aussi dire, par exemple, que l'industrie automobile a repris à Detroit et que les usines General Motors, par exemple, sont rouvertes. Sauf qu'en Californie, comme dans beaucoup d'autres États, une fois que le gouverneur a pris la décision, vous avez les autorités régionales à l'intérieur de l'État qui peuvent dire oui, on déconfine, mais pas ce genre d'activité, pas cela, pas cela. Or, l'usine Tesla, qui est à Alameda County, qui est près de Palo Alto, Silicon Valley, fait partie de ces districts où le maire, tout simplement, a dit non, on ne retourne pas aux usines. Donc, pour Elon Musk, c'est non seulement un bras de fer régional, mais c'est surtout, je dirais, l'expression des deux États-Unis qu'on a en ce moment. Il y a les États-Unis des grandes villes, où à New York, on comprend très très bien que déconfiner, ça doit être un processus très lent et avec énormément de prudence. Et puis, il y a ce New York, je dirais, un peu en dehors des grands centres, où il y a eu beaucoup moins de cas de Covid-19 et où la vie semble pratiquement normale. Donc Elon Musk, il dit, moi, il faut que je puisse reprendre mes activités. C'est la seule usine de voitures en Californie. Je dirais c'est pratiquement la seule compagnie automobile aux États-Unis qui est en train d'avoir des très très beaux jours. Donc il dit, si vous voulez pas que je reprenne mes activités en Californie, tant pis pour la Californie, je vais déplacer mon siège social, mes usines. Il parle du Texas comme ça. Le siège social, ça prend pas très longtemps à déplacer. Les usines, évidemment, c'est une autre question. Donc c'est une partie, comme vous dites, de bras de fer. Je pense qu'il a adopté toutes les règles nécessaires pour que les activités reprennent d'une façon assez sûre dans ces usines. Et je pense que ce bras de fer, en tout cas, il va le gagner assez rapidement. Tiens, à propos de stratégie de déconfinement, sur les stratégies de déconfinement, Grégory, il y a une société américaine qui produit un test qui vient d'être validé par la FDA, l'autorité de sûreté américaine pour tout ce qui concerne l'alimentation et les produits pharmaceutiques. Grégory, l'entreprise s'appelle Quidel. Est-ce que justement, dans le contexte actuel où les tests sont préconisés par bon nombre d'autorités de santé, est-ce que ça peut être un game changer, comme on dit? Ça pourrait en fait changer beaucoup de choses. Pour quelles raisons? D'abord, c'est un test, comme vous dites, qui a été autorisé par la FDA. C'est un test chez un médecin, dans un laboratoire, mais qui peut être pris où il y a l'appareil. Or, cet appareil de test, qui s'appelle Sophia 2, il y en a 400 000 aux États-Unis. Et c'est un appareil qui avait été calibré tout simplement pour faire les tests contre le virus de la grippe. Donc là, Quidel, il a adapté son test virus de la grippe à un test Covid-19. C'est un test d'anticorps. C'est un test donc qui prend que 5 minutes pour avoir un résultat qui est extrêmement fiable, puisque en tout cas la FDA a donné son blanc-seing. Et là, la question, c'est quelle est la montée en puissance potentielle? Et la montée en puissance potentielle, là, c'est, comme on dit peut-être aux États-Unis, un game changer, puisque Quidel dit d'ici 2 à 3 semaines, c'est plusieurs millions de tests par semaine qui pourront être effectués grâce à cette plateforme. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que comme on sait très, très bien que tester pour les anticorps fait partie de la panoplie de toutes les mesures qu'il faut prendre pour déconfiner, le fait qu'il y ait une machine qui soit autorisée, qui soit fiable, qui soit déjà très très bien distribuée dans les milieux médicaux et qui soit pas invasif, puisque c'est juste une goutte de sang et que ça prend 5 minutes pour avoir un bon résultat, je dirais oui, ça pourrait être une chose importante. Il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls, mais ils sont les seuls à avoir eu cette autorisation aussi rapide de la FDA, et ils sont les seuls à avoir autant d'instruments de prise de test déjà en fonction dans les milieux médicaux.
Bon, et puis il y a le thème de la relocalisation des activités économiques, alors qui était déjà un des grands thèmes de campagne de Donald Trump. Hein. Ça ne date pas de la crise sanitaire du coronavirus, mais évidemment, on peut pressentir que cette crise sanitaire pourrait accélérer certains mouvements. Grégory, Donald Trump qui plaidait en fin de semaine dernière ou ce week-end pour la relocalisation de la fabrication de semi-conducteurs sur le territoire américain pour s'affranchir en partie de la dépendance vis-à-vis de l'Asie. Enfin, j'ai envie de dire, l'Asie et les États-Unis sont très interdépendants sur cette question des semi-conducteurs. Exactement. Et en fait, ça tombe pas vraiment dans l'oreille d'un sourd, ce qu'il dit. C'est une tendance générale. Alors évidemment, Apple, par exemple, depuis longtemps, disent qu'ils sont prêts à ouvrir des usines de semi-conducteurs et des usines d'assemblage aux États-Unis, et ils le feront certainement. Ils ont vu à quel point devoir dépendre que d'un pays comme fournisseur, et ce pays principalement était la Chine, dans le cas d'Apple, était un problème. Mais quand on parle de semi-conducteurs, ce qui devient très, je dirais, ironique d'une certaine façon, c'est qu'on parle de compagnies asiatiques. Et c'est des compagnies avec qui les États-Unis parlent, et on peut parler par exemple de Samsung ou de ST Micro, qui feraient tout simplement des usines aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, ils seraient plus proches de leurs clients. Deuxièmement, ils seraient moins proches ou moins dépendants de la Chine. Et pour un Samsung, ça a certainement un certain sens. Donc, ça va vraiment dans le sens de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit, en tout cas qu'au niveau des semi-conducteurs, cette chaîne de production qui est non seulement au niveau de la production, mais même au niveau, je dirais, de la possession des compagnies assez en Asie, pourrait petit à petit se déplacer aux États-Unis. Et on verrait donc ouverture d'usines aux États-Unis, création d'emplois. Très difficile de se plaindre de cette dynamique, même si c'est une initiative, entre autres, récupérée évidemment par Donald Trump. Ouais, puis un mot des mouvements ou des décisions d'entreprise, Grégory. Alors, je ne crois pas que la nouvelle ait été confirmée, mais le journal Daily Mail nous indiquait que Amazon regardait avec intérêt le dossier des cinémas AMC aux États-Unis, hein, une grosse chaîne de cinéma, évidemment en grande difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un intérêt pour Amazon à refaire dans le cinéma et dans la vidéo ce qu'ils ont fait avec l'alimentaire en rachetant Whole Foods il y a peut-être 4 ans maintenant, Grégory? Pas du tout pour les mêmes montants, évidemment, mais est-ce que c'est un peu la même histoire qui se joue? C'est la bonne question. Je dirais d'abord quand même, la première chose, c'est que Daily Mail, si on le consulte, c'est plutôt pour savoir comment le prince Harry se débrouille avec sa femme et les ragots de la famille royale en Angleterre. Donc, c'est pas une vraie source d'information. Maintenant, Amazon, c'est certain qu'il parle avec tout le monde. Ça, c'est pas difficile à savoir. Maintenant, pourquoi une chaîne de cinéma? La grande question, outre que les chaînes de cinéma, je pense qu'on peut les acheter pour pratiquement rien actuellement, ça serait de savoir si Amazon, qui est quand même un des leaders du streaming aux États-Unis, pourrait sortir sur sa plateforme des films en même temps que les chaînes de cinéma. Donc le gros problème pour les streamers, les Amazon et les Netflix, c'est que les chaînes de cinéma, pour le moment, ont des accords très long terme avec les studios de Hollywood et cela empêche ces nouvelles productions de Hollywood d'être sur le streaming avant, en général, un délai de 1 mois à 6 semaines. Que Amazon veuille posséder une de ces chaînes de cinéma pour influencer peut-être l'avenir, pourquoi pas? Ça serait pas très cher pour eux. Ça poserait des gros problèmes au niveau antitrust, ça c'est clair, parce que là on parle vraiment de deux activités qui sont pas forcément compatibles. Deuxièmement, ça serait se lancer dans une activité qui est en train, non pas de disparaître, mais qui va renaître d'une façon beaucoup plus réduite et qui n'est pas très pour le moment, donc Amazon n'en a pas besoin. Et il ne faut pas oublier que Amazon, en fait, ils avaient acheté Whole Foods, pas seulement pour vendre de la nourriture, mais pour surtout apprendre comment vendre de la nourriture sur leur réseau et sur leur plateforme Amazon, sur Internet, etc. Et cette expérience est en train de se transformer en une immense réussite pour Amazon. Est-ce qu'ils ont besoin d'acquérir du savoir-faire au niveau du cinéma en achetant des salles de cinéma? Ça me semble beaucoup plus tiré par les cheveux. Donc, je peux me tromper, mais je dirais que c'est peut-être un bruit. Il y a peut-être eu des conversations, mais
en tout cas pas, alors dans ce cas-là, un game changer ni pour Amazon, ni pour le futur des salles de cinéma. Oui, effectivement. Et comme vous le rappeliez, Grégory, le Daily Mail n'est pas un journal financier de référence pour les marchés et pour les investisseurs. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Bientôt 16h30. On reste à New York. C'est Sabrina qui sera avec nous dans un instant. Séance de consolidation pour les marchés américains.